Imaginez la scène. Vous êtes chez Darty ou chez Boulanger, un samedi après-midi. Vous déambulez dans le rayon des ustensiles de cuisine et vous tombez nez à nez avec une magnifique poêle au design épuré, couleur crème ou pastel. Sur l'emballage, un mot s'affiche en lettres capitales, rassurant et élégant, céramique. Le vendeur s'approche, vous vante les mérites de ce produit révolutionnaire, garanti sans produits toxiques, idéal pour une cuisine saine. L'influenceuse que vous suivez sur Instagram a fait tout un unboxing dessus. Tout le monde ne jure que par ça. Vous vous laissez tenter, vous payez le prix fort et vous rentrez chez vous avec l'impression d'avoir fait un achat intelligent pour les 10 prochaines années, puis la réalité du quotidien s'installe dans votre cuisine. Vous faites attention, vous utilisez exclusivement des spatules en bois ou en silicone, vous la laissez refroidir avant de la laver délicatement à la main avec le côté doux de l'éponge. Pas de lave-vaisselle, pas de surchauffe. Pourtant, vers le 6e ou 7e mois, les œufs commencent à attacher un peu. Au bout d'un an, la poêle colle partout. Et après 18 mois, vous commencez à voir des micro-écaillages, voir le gris de l'aluminium qui réapparaît à travers le joli revêtement crème. Votre investissement high-tech finit là où finissent toutes les poêles jetables, à la poubelle, ou au fond du placard par pure culpabilité d'avoir dépensé autant d'argent pour rien. Et pendant ce temps, dans le four ou sur la table de cuisson, la vieille cocotte enfonte le creuset hérité de votre grand-mère ou le plat en grès de votre mère affiche 40 ans de service sans une seule ride. Pourquoi ce qui est censé être de la céramique moderne dure-t-il moins longtemps qu'un appareil? Électroménager bas de gamme juste après la fin de sa garantie? La réponse est d'une simplicité brutale. Il n'y a pas de céramique dans votre poêle en céramique. Le mot est partout sur le carton, mais la matière n'est pas sur votre plaque de cuisson. Aujourd'hui, nous allons démonter ce grand mirage de l'industrie culinaire moderne. Nous allons analyser la chimie réelle qui se cache derrière ces revêtements, décortiquer les stratégies des multinationales et des fonds d'investissement qui privilégient les rapports financiers trimestriels à la robustesse des objets, et comprendre comment l'ingénierie a été totalement étouffée par le marketing. Je vais vous révéler pourquoi ces poêles sont programmées techniquement pour mourir en 12 mois, quelles que soient vos précautions. Mais surtout, nous allons redécouvrir ce que signifie réellement le mot céramique. Je vous donnerai les 3 seules catégories d'ustensiles qui méritent encore ce nom. Avec les marques historiques, notamment nos fleurons industriels français qui fabriquent des objets pour la vie entière. Bien loin des promesses en plastique des start-up du design. Pour comprendre la supercherie, il faut revenir aux fondamentaux et faire un voyage dans le temps, par exemple sur les collines de Saône-et-Loire, en Bourgogne. À Marcigny, depuis 1850, une entreprise familiale extrait la terre argileuse du sol. 6 générations de la famille Émile Henry se succèdent pour faire la même chose. L'argile est humide, elle est façonnée, moulée, puis recouverte d'un émail vitreux. Ensuite, elle entre dans un four industriel qui monte à plus de 1300 degrés Celsius. À cette température, le sable fusionne, la terre se transforme. Ce qui entre comme de la boue molle ressort dur comme du verre, inerte, sain et bâti pour traverser le siècle, voilà ce qu'est la vraie céramique. Le mot vient du grec kéramos, qui désigne la terre cuite du potier. Un ustensile en céramique authentique est une pièce monolithique de terre cuite au four. Il n'y a pas de métal en dessous. Il n'y a pas de revêtement pulvérisé par-dessus. Le corps du plat et sa surface de cuisson ne font qu'un. L'émail de surface est fusionné à la matière lors de la cuisson, il ne peut pas s'écailler ou se détacher comme une vulgaire peinture. C'est cette méthode que les Romains utilisaient, que nos grands-mères vénéraient, et qui évoquait pour nous la permanence, la transmission, le plat dominical inaltérable. Et c'est précisément ce capital confiance, cette image de naturalité et de durabilité que l'industrie de la poêle antiadhésive a cyniquement emprunté pour reverdir son blason. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment le mot céramique a-t-il été totalement déconnecté de la réalité de la matière? Tout commence en 2007. 2 amis belges fondent une entreprise baptisée The Cookware Company. Ils lancent sur le marché européen une marque que vous avez forcément croisée dans les rayons de chez Darty, Boulanger ou sur Amazon.fr, Greenpan. À l'époque, c'est le coup de génie marketing. Greenpan est la toute première marque d'ustensiles à se positionner comme une alternative écologique, garantie sans PTFE, c'est-à-dire sans téflon classique. Et pour nommer cette nouvelle surface anti-adhésive miraculeuse, ils choisissent le mot céramique. Mais la réalité technique est bien différente. Cette surface n'a absolument rien d'une poterie traditionnelle. Il s'agit en fait d'un film chimique ultra fin, pulvérisé au pistolet sur un corps en aluminium anodisé, puis cuit dans un four industriel aux alentours de 400 degrés Celsius. Pour un vrai four de potier,
400 degrés, c'est à peine la température ambiante. Le marketing a pourtant fonctionné au-delà de toutes les espérances. Le mot a pris racine dans l'esprit des gens. En 2010, une demi-douzaine de marques concurrentes s'engouffraient dans la brèche, vendant des poêles avec un revêtement qu'elles qualifiaient toutes de céramique. En 2015, le mot était devenu une catégorie à part entière dans la grande distribution française. Et en 2020, impossible de se promener aux Galeries Lafayette Maison, chez Dubruy dans la cuisine, ou de parcourir les têtes de rayon de chez Carrefour sans tomber sur 3 ou 4 marques de prétendues céramiques fièrement exposées à l'entrée. Chacune d'elles vous promet un produit sain, non toxique, tout en affichant des prix d'authentiques boutiques de design pour de la simple chimie appliquée sur de l'aluminium. Ce qu'aucune de ces marques ne souhaite vous révéler, c'est la composition chimique exacte de ce qu'elles vous vendent. Ce revêtement est issu d'un procédé que l'industrie des matériaux appelle le sol-gel. Oubliez ce nom barbare, voici ce que c'est concrètement en cuisine. Vous prenez de minuscules particules de poussière minérale, vous les mélangez à du silicone liquide, vous vaporisez ce mélange sur une poêle en métal et vous passez le tout au four jusqu'à ce que cela durcisse pour former un film mince. C'est tout. C'est l'intégralité du processus. Imaginez que vous peignez votre poêle à la bombe aérosol avec du silicone liquide dans lequel on aurait mélangé du sable fin. Cette image est infiniment plus proche de la vérité scientifique que n'importe quelle allégation inscrite sur le carton d'emballage. Les particules minérales utilisées sont de la silice, parfois du carbure de silicium ou du dioxyde de titane. Ce sont ces matériaux semblables à de la poussière que le fabricant s'autorise à qualifier de dérivés de la céramique. Pourquoi ? Parce que la silice est le composant de base du verre et de certains types de céramique traditionnelle. Le département marketing pointe donc du doigt cette pauvre silice isolée et s'écrie en chœur « céramique ». Mais le liant, le véhicule chimique qui maintient tout cela ensemble, c'est la partie que personne n'écrit sur la boîte. Ce liant est un polymère de silicone. Pensez au joint d'étanchéité transparent ou blanc que vous extrayez d'un tube avec un pistolet quand vous refaites les joints de votre cabine de douche ou de votre baignoire. C'est exactement la même famille chimique. Le nom technique exact est le polydiméthylsiloxane, ou PDMS. C'est précisément la même chimie que celle de la tête souple de votre maryse en silicone ou du joint d'étanchéité noir qui fait le tour de la porte de votre four encastrable. Les nanoparticules minérales de silice sont dispersées à l'intérieur de ce silicone liquide. Le mélange est pulvérisé sur la base en aluminium, la poêle passe dans le tunnel de cuisson industriel et le silicone durcit entre 400 et 800 degrés. Une fois ce traitement thermique terminé, le silicone emprisonne les particules de silice dans un film d'apparence vitreuse, très lisse et agréable au toucher. Ce film rigide, c'est ce que l'étiquette appelle de la céramique. En réalité, le film est composé majoritairement de silicone avec une simple pincée de minéraux noyés dans la masse. Le silicone sert de structure, la silice sert de charge. Je veux que vous mesuriez pleinement ce que cela implique pour votre cuisine. La chimie du revêtement de votre poêle dite en céramique est techniquement plus proche de celle d'une spatule en plastique souple que d'un authentique plat en grès ou en terre cuite. Les publications scientifiques de l'industrie appellent d'ailleurs cela une quasi-céramique. Les sociétés savantes de céramique ont publié de nombreux articles pour corriger ce terme abusif. Les fabricants de matières premières qui travaillent honnêtement écrivent noir sur blanc, sol-gel, sur leurs fiches de données de sécurité. Ceux qui veulent vous séduire écrivent « céramique » en gros caractères sur l'emballage chez Boulanger et c'est précisément cette composition qui explique pourquoi votre poêle meurt inéluctablement en 12 mois, quoi que vous fassiez. Le PDMS, ce silicone de structure, souffre d'un défaut majeur et c'est exactement le même que celui de votre joint de salle de bain bas de gamme. Le silicone résiste à la chaleur pendant un certain temps, mais il ne supporte pas les agressions répétées sur le long terme. À chaque fois que vous faites chauffer votre poêle et que la vapeur d'eau issue des aliments frappe la surface, l'eau attaque lentement, molécule après molécule, le silicone qui maintient l'édifice en place. Pensez à l'éponge qui trône sur le bord de votre évier. La première semaine, elle est ferme et dense. Au bout de 2 mois, elle s'effrite et tombe en morceaux. C'est le même principe, juste un peu plus lent. La vapeur d'eau coupe les chaînes moléculaires de silicone les unes après les autres. À l'œil nu, c'est invisible. Vous ne constatez que le désastre final. Durant les premiers mois, la poêle est éclatante. Les œufs glissent comme par magie, les crêpes sautent sans effort. Le revêtement remplit son office. Puis, aux alentours du 6e ou 7e mois,
Le silicone s'est tellement dégradé sous l'action combinée de la chaleur et de l'humidité que les petites particules de silice commencent à se détacher. La surface devient rugueuse à une échelle microscopique. Les aliments commencent à s'accrocher aux micro-aspérités. Au 9e mois, vous êtes obligé d'ajouter une généreuse noix de beurre ou une lampée d'huile d'olive pour sauver votre omelette. Au 12e mois, la poêle attache systématiquement. Vous n'avez pourtant commis aucune erreur. Vous avez banni le métal, vous avez lavé l'ustensile à la main, vous n'avez jamais poussé vos plaques à induction au maximum. C'est simplement la chimie sous-jacente qui possède une horloge biologique intégrée. Polymère de silicone plus vapeur d'eau, plus cycle de chauffage répété, égale un revêtement qui se désintègre de manière programmée. Une poêle mal conçue peut perdre ses propriétés en à peine 3 mois. Un modèle haut de gamme choyé comme la prunelle de vos yeux tiendra peut-être 2 ans. La durée de vie officielle publiée pour la catégorie des revêtements antiadhésifs sol-gel, selon les propres chiffres de l'industrie culinaire, est de 1 à 2 ans maximum. Ce chiffre vient de leur propre laboratoire, pas de moi. Comparez cela à une poêle en fonte brute ou en acier qui trône dans la cuisine familiale depuis 40 ans. Comparez cela à un plat à tagine Émile Henry qui mijote des plats sur le gaz depuis les années 1980. Comparez cela à une poterie de terre cuite exposée dans un musée gallo-romain, vieille de 2000 ans et toujours intacte. Voilà le gouffre technique abyssal qui sépare la vraie céramique de celle du marketing. Parlons maintenant de ceux qui vous vendent ces produits et des scandales judiciaires qui commencent à éclater. En novembre 2023, une action de groupe d'envergure, une class action, a été intentée à Los Angeles contre Exclad, cette marque de poêle hybride ultra tendance, omniprésente sur les réseaux sociaux et validée par des chefs célèbres, que l'on s'arrache sur les sites de vente en ligne en France. La plainte accusait Exclad de tromperie aggravée, la marque affirmant partout que ses poêles étaient saines, non toxiques et totalement exemptes de PFAS, alors que la partie anti-adhésive de ces mêmes ustensiles contenait du PTFE, une substance appartenant précisément à la grande famille des PFAS, les polluants éternels. Exclad a bataillé sur le terrain juridique pendant près d'1 an et demi. Les audiences finales de validation se sont étalées tout au long de l'automne dernier pour se prolonger jusqu'en janvier. Et en février de cette année 2026, l'ordonnance d'homologation définitive a été signée par un juge de la Cour supérieure de Los Angeles. Exclad a accepté de verser 2,5 millions de dollars pour clore l'affaire. Mais ce n'est pas tout. Le jugement contraint légalement la marque à cesser immédiatement d'utiliser les mentions non toxiques. Sans PFOA ou sans PFAS, pour toutes ces poêles contenant du PTFE ou n'importe quel composé chimique de la famille des PFAS. 2,5 millions de dollars d'amende et une interdiction judiciaire stricte portant sur 3 mots marketing bien précis. Bien sûr, la marque continue de vendre ses produits sur Internet, le règlement exigeant simplement qu'elle retire ces mensonges des emballages qui dissimulent une réalité chimique inverse. C'est la face cachée que l'industrie se garde bien d'évoquer dans ses publicités sur les chaînes françaises. Et le cas Exclad n'est pas une anomalie isolée. C'est simplement le tout premier dossier de cette envergure à aller jusqu'au bout d'une condamnation financière et d'un accord. Le même schéma technique et les mêmes formulations trompeuses s'appliquent à une douzaine d'autres marques qui se prétendent saines sans PFAS et en céramique. Les cabinets d'avocats sont déjà en train d'aligner les prochains dossiers et la situation devient encore plus cynique quand on s'intéresse aux structures financières qui possèdent ces marques. Prenez Greenpan, l'inventeur historique de la catégorie en 2007. La marque appartient à une maison mère belge appelée The Cookware Company. Mais saviez-vous que cette même holding possède également les marques Green Life, Vita Verde, Green Chef, BK Cookware, Gero, Van Kempen, Kelton et Cookstar? Vous avez bien entendu. 9 marques différentes, 9 emballages distincts que vous retrouvez éparpillés selon les enseignes, de la Fnac à Cdiscount, en passant par les supermarchés de la grande distribution. 9 boîtes qui sortent en réalité des mêmes bureaux en Belgique, dont les revêtements sont pulvérisés dans le même réseau d'usines standardisées et dont les budgets publicitaires sont gérés par la même équipe de financiers. Si vous suivez notre chaîne régulièrement, vous savez parfaitement comment cette histoire se termine. Quand un unique conglomérat possède 9 marques d'ustensiles de cuisine et que chacune d'elles vend le même revêtement sol-gel pulvérisé sur un corps en aluminium similaire, la marque imprimée sur le carton n'est qu'une vulgaire décoration. C'est la seule variable que le département marketing est autorisé à modifier pour vous faire croire à un choix. La poêle, elle, reste désespérément la même,
Si vous voulez que quelqu'un continue à décrypter la chimie réelle et les petits caractères au dos des emballages pour vous éviter de jeter votre argent par les fenêtres, pensez à vous abonner à la chaîne. Le bouton est juste là, sur votre écran. Les équipes marketing de ces multinationales travaillent à plein temps pour vous séduire. Il faut bien que quelques personnes travaillent de l'autre côté pour rétablir l'équilibre. Regardons une autre marque extrêmement populaire sur les réseaux et les boutiques de décoration en France, Caraway. Elle appartient à un groupe d'investisseurs new-yorkais qui sous-traite l'intégralité de sa production à des usines situées en Chine. La chimie du revêtement? C'est exactement le même procédé Sol-Gel. La structure sous le revêtement? De l'aluminium. Quand le revêtement finit par s'user et s'amincir, c'est l'aluminium brut qui entre en contact direct avec vos aliments. Pour être tout à fait juste, Caraway a publié des rapports de tests de lixiviation réalisés par des laboratoires tiers, démontrant que leur revêtement, lorsqu'il est parfaitement intact, ne relargue ni plomb, ni cadmium, ni PFAS. C'est une excellente chose. Mais ce que ces tests mesurent, c'est la sécurité d'une surface de cuisson neuve, sortant de l'usine. Ce que ces tests de laboratoire ne mesurent absolument pas, c'est ce qui se passe au 14e mois d'utilisation quotidienne, lorsque l'aluminium argenté commence à poindre à travers les éclats et les rayures au fond de votre poêle. La garantie constructeur ne couvre évidemment pas cette usure normale. Le test de lixiviation initiale ne s'applique plus. Pourtant, l'étiquette en magasin continue de proclamer fièrement non toxique et céramique. J'ai lu récemment les analyses d'un ingénieur en sciences des matériaux à la retraite. Un chimiste français qui a passé toute sa carrière professionnelle dans le secteur des revêtements industriels. Il expliquait que le jour exact où l'industrie culinaire a commencé à baptiser les revêtements Sol-Gel du nom de céramique. C'est le jour précis où le mot céramique a cessé d'avoir la moindre signification technique dans les rayons de nos magasins. Le mot est devenu un simple aimant marketing. Il a été détourné pour faire subtilement référence à la terre cuite, au grès traditionnel, à la cocotte marron qui trônait dans le four de nos mères. Le produit réel contenu dans la boîte était une toute autre histoire. Il soulignait que les industriels étaient parfaitement conscients de cette équivalence trompeuse, mais que le grand public n'avait aucun moyen de décoder la chimie. La seule chose qui manquait pour acter cette tromperie, c'était une décision de justice. Elle est tombée en février. Elle ne visait qu'une seule marque pour l'instant, et elle n'a pas interdit l'usage du mot céramique en lui-même, mais la brèche est ouverte. Il suffit de parcourir les avis clients d'une autre marque virale, l'Always Pan de chez Workplace, que l'on voit partout sur les blogs de cuisine et qui promet de remplacer 8 ustensiles à elle seule pour un prix exorbitant de près de 150 €. Les témoignages des acheteurs français sur les forums racontent inlassablement la même histoire dramatique. L'achat coup de cœur en 2020 ou 2021 parce que l'objet est esthétique dans une cuisine ouverte. Utilisation exclusive d'ustensiles en silicone, lavage scrupuleux à la main, feu réglé sur une puissance moyenne. Malgré toutes ces précautions d'orfèvre, vers le 6e mois, le joli revêtement couleur crème commence à peler sur les bords hauts. Au 9e mois, le fond de la poêle présente des micro-rayures à 3 endroits stratégiques. Au 14e mois, l'aluminium argenté apparaît nettement là où le revêtement a capitulé. Faisons un calcul mathématique rapide, celui du coût par année de service réel, le seul qui compte pour votre budget familial. Si vous payez une poêle 150 € chez un marchand branché ou sur Internet et qu'elle reste utilisable pendant 14 mois, votre coût d'utilisation est de près de 110 € par an. A l'inverse, une simple poêle en fonte brute ou en acier, achetée 3 francs 6 sous ou dénichée sur le Bon Coin pour une trentaine d'euros il y a des années. Continue de cuire vos œufs et vos viandes tous les matins sans jamais faillir. C'est cet aspect de l'industrie moderne que je ne parviens pas à accepter. L'ustensile modeste et bon marché d'autrefois était le produit durable, conçu pour être transmis. L'ustensile hors de prix, issu d'une boutique éphémère ou d'une campagne de financement participatif, est devenu un vulgaire produit jetable, un consommable de luxe. Le mot qui désignait autrefois la poterie inaltérable au cœur de votre four désigne aujourd'hui un simple film de silicone muni d'un compte à rebours destructeur. Maintenant que nous avons mis à nu les mirages du marketing et la réalité de la chimie jetable, changeons de perspective. Il ne s'agit pas de désespérer devant les rayons de chez Darty ou de Boulanger, mais de réapprendre à acheter. Quittez les illusions des revêtements pulvérisés au pistolet et tournez-vous vers les objets qui valent réellement leur prix. Des ustensiles construits sur des principes d'ingénierie simples, réparables, honnêtement faits et conçus pour durer des décennies. Ici, pas de bruit publicitaire strident, pas de slogan pseudo-écologique à la mode.
Nous allons analyser des alternatives concrètes, disponibles en France, en allant du choix le plus accessible financièrement vers le plus premium, en calculant à chaque fois la stricte vérité mathématique de leur coût par année de service. Commençons par la première catégorie, celle qui redonne ses lettres de noblesse au mot que l'on a usurpé, la véritable céramique, c'est-à-dire une pièce de terre cuite monolithique, sans le moindre gramme de métal en dessous ni de film chimique au-dessus. La référence absolue dans ce domaine est une maison française que nous avons déjà croisée, Émile Henry. Installée à Marcigny, en Bourgogne, depuis 1850, cette entreprise est restée fidèle à la terre et au feu. Le processus technique n'a pas bougé dans ses fondements. Ils extraient l'argile riche de la région, la pressent dans des moules, appliquent un émail vitreux à base de minéraux et passent le tout dans un four à très haute température. Le corps du plat et sa surface de cuisson fusionnent pour ne faire qu'un. Quand vous prenez un plat à tagine, un moule à tarte ou une cocotte Émile Henry en main, la sensation sensorielle est immédiate. C'est le poids de la matière brute, la fraîcheur du toucher vitrifié et une inertie thermique exceptionnelle. À l'usage, la chaleur se propage avec une régularité parfaite, idéale pour les cuissons douces, les daubes provençales ou le traditionnel poulet du dimanche. Pour le nettoyage, pas besoin de précautions d'orfèvre, vous pouvez frotter, utiliser une éponge abrasive ou gratter les sucs de cuisson caramélisés. L'émail ne bougera pas d'un millimètre. Après 5 ou 10 ans, le plat affiche exactement la même mine qu'au premier jour. En matière de prix, un plat à tarte de la marque se négocie autour de 45 €, un grand plat à gratin environ 60 € et leur cocotte signature tourne autour de 150 à 200 €. La marque offre une garantie constructeur de 10 ans, mais la réalité dépasse largement ce chiffre. Si l'on applique notre calcul comptable sur une durée très conservatrice de 30 ans d'utilisation hebdomadaire, votre cocotte à 180 € vous revient à exactement 6 € par année de service. C'est le choix idéal pour les amoureux des plats mijotés et de la cuisson au four. Son seul point faible, comme toute vraie céramique, elle est sensible aux chocs thermiques brutaux et aux chutes sur le carrelage de la cuisine. De plus, elle n'est pas compatible avec les plaques à induction sans un disque relais universel en métal. C'est le prix à payer pour l'authenticité de la terre. Si vous cuisinez principalement sur des plaques de cuisson modernes, notamment l'induction qui équipe désormais la majorité des cuisines françaises, il faut passer à la deuxième catégorie, la fonte émaillée. Techniquement, ce n'est pas de la céramique pure, puisque la structure interne est en fer coulé, mais le revêtement qui recouvre ce fer est un véritable émail de verre de porcelaine, fusionné au métal à plus de 800 degrés. Le fleuron mondial incontesté de cette catégorie est une autre entreprise française, installée à Fresnoy-le-Grand dans l'Aisne depuis 1925, le Creuset. Leurs cocottes sont les reines des listes de mariage et des héritages familiaux. À côté d'eux, on trouve Staub, une magnifique marque née en Alsace en 1974, aujourd'hui dans le giron du groupe Zwilling, célèbre pour ses couvercles à picot qui permettent un arrosage continu des viandes pendant la cuisson. Lorsque vous soulevez une cocotte Le Creuset ou Staub, vous comprenez instantanément où est passé votre argent. Les parois sont épaisses, le couvercle est lourd pour emprisonner la vapeur et l'émail intérieur est d'une robustesse à toute épreuve. C'est l'ustensile ultime pour le bœuf bourguignon ou la blanquette de veau. Certes, l'investissement initial est conséquent. Une cocotte ronde Le Creuset de taille familiale s'achète entre 300 et 400 € dans les grands magasins comme les Galeries Lafayette Maison ou le Bon Marché. Même si l'on peut faire de bonnes affaires autour de 250 € lors des déstockages ou sur des sites comme Cdiscount. Regardons maintenant les mathématiques de la longévité. Une cocotte Le Creuset est garantie à vie. Elle traverse les générations. Si vous l'utilisez pendant 40 ans, son coût de revient s'effondre à moins de 8 ou 10 € par an. Pour les budgets plus serrés, la marque historique Lodge propose une version en fonte émaillée très honnête autour de 80 € sur Amazon.fr. Le point faible de la fonte émaillée reste son poids considérable, qui demande un peu de force musculaire pour le service, et son émail qui, bien que très dur, peut finir par éclater si vous cognez violemment le bord avec un ustensile en métal infin. Si vous cherchez l'efficacité absolue pour saisir, griller et dorer, si vous voulez bannir définitivement le moindre revêtement chimique ou vitreux, la troisième option est la plus intelligente, l'acier inoxydable 1810. La fonte brute ou l'acier de carbone, que nous appelons plus couramment en France la tôle de fer. C'est la catégorie du zéro revêtement. Pour l'acier, la marque Christel, fabriquée à Fèche-le-Châtel dans le Doubs, est une référence d'ingénierie avec ses poignées amovibles parfaites pour les petites cuisines françaises.
Pour la tôle de fer, la maison de Billet, installée dans le Val d'Ajol dans les Vosges depuis 1830, fabrique des poêles légendaires comme la gamme Mineral B. Ici, le métal est totalement nu. L'ustensile fonctionne grâce au culottage, à force d'y faire chauffer des matières grasses. L'huile va polymériser sous l'effet de la chaleur et combler les pores microscopiques du fer pour créer une couche protectrice antiadhésive entièrement naturelle. Plus vous utilisez la poêle, plus elle devient noire et moins elle attache. C'est l'exact opposé du revêtement sol-gel qui se dégrade à chaque cuisson. En main, la poêle de Billet en tôle de fer est un outil de professionnel, lourd, brut, réactif. Une poêle de 26 cm se trouve facilement pour environ 40 à 50 € chez Dubruit dans la cuisine ou sur Mano Mano. Ce produit est techniquement immortel. Il n'y a rien qui puisse s'user, peler ou casser. Si vous la gardez toute votre vie, disons pendant 50 ans, le coût de revient tombe à moins de 1 € par année de service. C'est 40 fois moins cher à l'année qu'une poêle dite en céramique achetée chez un distributeur branché. Sa recommandation est claire. Elle est idéale pour quiconque cherche l'outil parfait pour saisir les viandes, réussir les pommes de terre sarladaises ou faire sauter des légumes sur l'induction ou le gaz. Ces contraintes sont bien connues des connaisseurs. Elle demande un entretien spécifique. Elle redoute le lave-vaisselle sous peine de rouiller instantanément et elle nécessite un petit apprentissage technique pour maîtriser le culottage initial. Mais pour celui qui accepte ces règles, c'est l'assurance d'un ustensile qui sera encore dans le placard lorsque ses petits-enfants seront en âge d'en hériter.